Istanbul, 15 millions d'habitants, en mouvement perpétuel, Istanbul, c'est l'avant-garde de la Turquie. Alors qu'elle regarde résolument vers le futur, Istanbul ne parvient pas à se libérer du passé, de son histoire et de ses légendes. Byzance, Constantinople, seule capitale au monde à cheval sur 2 continents. Pour tous les voyageurs, Istanbul demeure à jamais la porte de l'Orient. Qu'importe si des ponts et bientôt un tunnel permettent à des centaines de milliers de travailleurs de passer quotidiennement de l'Europe à l'Asie, le Bosphore continue d'incarner tout à la fois la frontière et le lien entre les 2 continents. On a beaucoup parlé, disons, de l'axe Est-Ouest, Orient-Occident, et Istanbul faisant une sorte de pont, de lien entre, disons, ces 2 géographies. Pourtant, il faut aussi parler de l'axe nord-sud, car le Bosphore, en fait, est un détroit qui lie la mer Noire par le biais de la petite mer de Marmara à la Méditerranée. Les citadelles ottomanes et byzantines qui se dressent de part et d'autre du Bosphore témoignent de l'importance que représentait alors le contrôle du détroit. Istanbul a plusieurs noms, n'est-ce pas? Surtout pendant l'Empire ottoman, on l'a appelé la porte sublime, on l'a appelé le siège du califat, n'est-ce pas? On l'a appelé Darus Saadet, la porte du bonheur, et les Slaves, surtout les Russes, l'ont appelé Tcharigrad, c'est-à-dire la ville des Tchars, en fait la ville des sultans. Donc il y a eu aussi de ce côté-là une sorte de fascination pour la ville d'Istanbul. Poursuivant la politique d'expansion vers le sud de Catherine II, tous les tsars n'auront qu'une obsession: offrir à la Russie une ouverture vers les mers chaudes. Après avoir atteint les rives de la mer Noire, Istanbul représente le dernier verrou bloquant l'accès libre à la Méditerranée. Mais cette proximité géographique, évidemment, a fait qu'il y a eu aussi beaucoup de liens, car il n'y a pas eu que des conflits, il y a eu aussi des échanges culturels, il y a eu des gens qui ont voyagé dans les 2 sens, jusqu'à ce que l'Union soviétique, évidemment, émerge. Après, c'était le rideau de fer, comme on appelait à l'époque. Mais depuis l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu d'abord beaucoup d'échanges avec ces républiques turcophones d'Asie centrale qui faisaient partie de l'Union soviétique, et puis aussi avec l'Ukraine et la Russie actuellement. Laissant derrière nous Istanbul et le Bosphore, nous filons droit vers le nord, en direction de l'Ukraine. Cachée à l'abri des détroits, la mer Noire est depuis l'Antiquité entourée d'un certain mystère. Les Grecs, qui fondèrent des colonies sur ses rivages, l'avaient pourtant surnommé le Pont Euxin, c'est-à-dire la baie amicale. Son nom change avec les Turcs, qui désignent les points cardinaux par des couleurs: noir pour le nord, blanc pour le sud. C'est ainsi que la mer située au nord de leur empire devient la mer Noire, et la Méditerranée, la mer Blanche. Après une journée de navigation le long des rivages de la Bulgarie et de la Roumanie, nous pénétrons dans le delta du Danube, qui abrite aujourd'hui l'une des plus vastes réserves naturelles d'Europe.
Comme le Bosphore, le Danube a joué un rôle important dans les relations entre l'Orient et l'Occident. En se jetant dans la mer Noire, le Danube ouvre tout grand la porte qui conduit au cœur de l'Europe. C'est en suivant son cours que les Vandales, les Visigoths ou les Huns venus d'Asie déferlent sur l'Occident. Au matin, notre bateau, le Taras Shevchenko, arrive en vue d'Odessa, le plus grand port ukrainien. Odessa. Ce port n'est pas un port comme les autres. Il suffit de fermer les yeux pour que s'animent, surgissant de l'oubli, les images de la révolution russe de 1905, la mutinerie des marins du cuirassé Potemkin. Odessa. 6 lettres rouges associées à jamais au chef-d'œuvre de Sergei Eisenstein. La vérité, c'est qu'il y a bien eu un soulèvement des marins du cuirassé. Mais pour l'essentiel, les événements présentés dans ce film sont dus au seul génie d'Eisenstein. En réalité, cette histoire n'a pas connu cette excitation et cette admiration populaire dont le gouvernement avait besoin pour des raisons idéologiques. Eisenstein, de façon géniale et de façon phénoménale et unique, a inventé de A à Z tous les événements qui se déroulent sur l'escalier. Pendant le tournage de ces séquences à Odessa, en haut de l'escalier Potemkin et sur le boulevard Primoski, des figurants étaient réunis. Ils parlaient du tournage, des soldats défilaient. Et puis il y a ce landau et le bébé dans le landau. Qui pouvait imaginer que ce bébé allait devenir un très grand scientifique, docteur en sciences et mathématiques, le professeur Globerman, qui allait être à la tête de l'université de physique d'Odessa. Même teinté de propagande soviétique, le film d'Eisenstein demeure un chef-d'œuvre. La scène du landau a sans doute fait bien plus pour la célébrité de la ville que tous les dépliants touristiques. Entre lieux de promenade et monuments historiques, les Odessites sont aujourd'hui fiers de leur escalier. Cet escalier a été construit il y a plus de 200 ans. La ville d'Odessa a commencé à grandir autour de cet escalier. L'escalier Potemkin, c'est le symbole d'Odessa. Et c'est pour cela qu'il est important, autant pour les touristes que pour les habitants de la ville.
La statue qui domine l'escalier n'est pas celle de Potemkin, le général qui prit la ville aux Turcs en 1789, mais celle du duc de Richelieu, un Français ayant fui la Révolution et qui devint en 1803 le premier gouverneur de la ville. On peut dire que le duc de Richelieu est le père idéologique d'Odessa, celui qui a inventé l'idée même de cette ville, une ville d'émigrants attirés par la liberté de commerce dans ce port ouvert. Catherine II voulait faire d'Odessa une sorte de Saint-Pétersbourg du Sud, une ville prestigieuse, ouverte sur la mer Noire. Peu à peu, avec le concours d'architectes venus d'Europe et notamment d'Italie, la ville se développe et s'embellit. Mais au-delà de l'ambition esthétique, ce que veut Catherine II, c'est renforcer sa puissance face à l'Empire ottoman. Il existait une idée politique selon laquelle Odessa était au centre d'une zone tampon entre les empires russes et ottomans. C'est la raison pour laquelle le gouvernement russe a cherché à attirer des émigrants opposés à la Turquie. Tout d'abord les Grecs, les Bulgares, les Serbes, puis tous les habitants des Balkans sous domination turque. À une époque, même les Russes qui venaient à Odessa avaient un statut provisoire d'émigrants. Ils pouvaient y tenter leur chance avec les mêmes droits que les étrangers. De ce melting pot d'aventuriers et de libres entrepreneurs est née une ville singulière et attachante. Plus de 2 siècles après sa fondation, Odessa demeure une ville cosmopolite et commerçante. Il suffit pour s'en convaincre de se promener dans les allées du marché, considéré comme le plus grand marché alimentaire d'Europe de l'Est. Средненькую. Ну, это за неделю. Средненькая такая. Это прошлого года, Tout au long du XIXe siècle, la ville se développe et s'embellit, grâce au dynamisme du port qui exporte les céréales de l'Ukraine, le grenier à blé de la Russie. Dans le même temps, Odessa attire les écrivains, les peintres et les musiciens. En cette fin de XIXe siècle, une ville ne peut être digne de ce nom si elle ne possède pas son opéra. Même Manaus, pourtant perdu au cœur de l'Amazonie, aura le sien. L'opéra d'Odessa est donc inauguré en 1880. Durant l'été, quand ils ne sont pas sur les plages de la mer Noire, les habitants d'Odessa se retrouvent dans les parcs ombragés du centre-ville.
Arrivés sur les accents dramatiques du Potemkin d'Eisenstein, nous quittons Odessa sous les ors et les pourpres de l'opéra et les mélodies frivoles de Verdi. Quittant Odessa, nous avons mis le cap à l'est, en direction de la Crimée et de Yalta, notre prochaine escale. Le temps est au beau fixe, pas de vent, aucune ride ne vient troubler la surface des ondes. Nous remarquons pourtant que le bateau ne s'éloigne jamais beaucoup du rivage. Ces bateaux ont été conçus pour des navigations mixtes, mer et rivière. Leur zone de navigation maritime est limitée. Par contre, sur les fleuves, leur tirant d'eau leur permet de naviguer sur toutes nos rivières. Le Dniepr, le Danube, et également sur la Volga. Sur les mers, on peut naviguer jusqu'à 10 000 des côtes avec une extension à 50 000 dans les zones portuaires. Nous arrivons à Yalta. Installée au pied de montagnes verdoyantes, Yalta affiche son allure de station balnéaire bourgeoise de la fin du XIXe siècle. Un côté Biarritz ou Brighton, avec en plus les dômes dorés de la cathédrale Alexandre Nevski. Yalta est la ville balnéaire la plus fréquentée de Crimée. Sa population double pendant l'été. C'est le tsar Nicolas Ier qui d'une certaine façon lance la mode de Yalta. Il décide, en 1837, de donner à cette petite bourgade un statut de ville à part entière. À sa suite, toute l'aristocratie russe s'installe durant l'hiver dans les environs de Yalta. Le célèbre nid d'hirondelles est tout ce qui reste d'un vaste palais effondré dans la mer à la suite d'un tremblement de terre. Le mélange des styles est parfois la règle. Au palais de Vorontsov, l'austère façade de style médiéval se double d'un monumental temple oriental donnant sur les jardins et la mer. De nombreux artistes et écrivains viennent à Yalta. Tchekhov s'y installe pour profiter du climat et soigner sa tuberculose.
En 1898, il fait construire une petite maison dans laquelle il séjourne avec sa famille. C'est là qu'il écrit sa pièce de théâtre la plus célèbre, La Cerisay, et qu'il reçoit la visite de ses amis Tolstoï ou Gorky. Dans les années qui suivent la prise de pouvoir des bolcheviks, la tradition impériale n'est pas remise en cause. C'est en Crimée, dans les palais de l'ancienne aristocratie, que les responsables du Parti communiste du RSS viennent prendre leurs vacances. C'est dans l'un d'entre eux, le palais de Livadia, une résidence de 120 pièces construite par Nicolas II, le dernier tsar de Russie, que Staline choisit d'organiser la conférence, dite de Yalta, au mois de février 1945. Cette conférence était importante parce qu'on y abordait une question essentielle, l'organisation du monde après la guerre. Compte tenu du caractère particulièrement sérieux de la conférence, Staline, Roosevelt et Churchill, les chefs des États de l'URSS, des États-Unis et de Grande-Bretagne, étaient très tendus. Ils travaillaient, ils discutaient beaucoup, mais il y avait parfois quelques plaisanteries, des sourires, et puis des réceptions et des dîners organisés par chacun d'eux. C'est ainsi que Roosevelt, par exemple, lors d'une réunion non officielle en marge de la conférence, confia à Staline qu'il aimait beaucoup Livadia et qu'il l'aimait au point que lorsqu'il ne serait plus président, il aimerait bien l'acheter. Staline lui répondit que c'était tout à fait impossible, que la Crimée n'était pas à vendre et qu'elle avait encore besoin de se développer. En cette fin de journée estivale, l'esplanade qui borde la mer devient le théâtre d'une incroyable série d'animations. Malgré les apparences, aucune d'elles n'est totalement innocente. Avec un gigantesque drapeau russe comme décor, ce petit spectacle folklorique pour enfants a des allures franchement nationalistes. Il y a beaucoup de Russes en Ukraine et certains groupes militent pour une prise de contrôle du pays par Moscou. Un peu plus loin, le temps d'une photo et moyennant quelques billets, des jeunes se prennent pour des Hells Angels. Un peu plus loin encore, un ancien militaire chante sa nostalgie de l'ex-Union soviétique, tandis que des jeunes font du roller et qu'une famille en vacances se transforme en Romanov d'opérette. À chacun ses fantasmes, à chacun ses regrets.
Au matin, nous approchons de Sébastopol. Toute l'histoire de cette ville, fondée en 1783, est liée à l'activité militaire. Jusqu'en 1991, Sébastopol abrite la puissante flotte de la mer Noire. Quand l'Union soviétique se disloque, la ville devient ukrainienne. Mais, dans le même temps, la plus grande partie de la flotte reste propriété de la Russie. Situation ambiguë. Sauf pour les Russes, qui se sentent toujours chez eux à Sébastopol. En attendant de découvrir par nous-mêmes à quoi ressemble cette ville bicéphale, le Taras Shevchenko se met à quai au son d'une fanfare. Militaire, bien entendu. À Sébastopol, comme un peu partout dans l'ex-Union soviétique, les monuments à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale sont nombreux et gigantesques. En vérité, ils sont à la hauteur du lourd tribut payé par le pays au cours de sa lutte contre l'occupant nazi. Sébastopol marche donc au pas. Et Sébastopol, comme cela est écrit sur ce monument, honore la mémoire des soldats de l'invisible, autrement dit, les membres de l'ex-KGB. Tandis que de jeunes marins déambulent tristement dans les rues de la ville, un commando très spécial, uniforme moulant et galons dorés, tente de séduire un public bien clairsemé. La ville, on l'a compris, ne vit que par et pour l'armée. On ne compte plus les musées, les expositions, les belvédères ou les panoramas rappelant les guerres et les faits d'armes. Cette énorme toile circulaire de 115 mètres de long illustre ainsi la défense héroïque de Sébastopol, assiégée par les Français et les Anglais durant la guerre de Crimée en 1855. Retour au port. Un mégaphone à la main, ces jeunes filles proposent aux touristes l'excursion vedette de Sébastopol. La balade en bateau pour observer la célèbre flotte de la mer Noire.
À l'époque soviétique, la flotte était composée de 350 navires et d'environ 50 sous-marins. Après la dissolution de l'URSS, la flotte a été divisée entre les deux pays, la Russie et l'Ukraine. Un accord signé entre les deux pays prévoit en 2017 la fin du bail accordé à la flotte russe. Les Russes sont largement majoritaires à Sébastopol. Et comme nous l'explique avec conviction notre guide, marié à un militaire russe, la ville n'appartient pas aux Ukrainiens. La ville n'est pas séparée entre partie ukrainienne et partie russe. Les Ukrainiens se sentent ici comme des extraterrestres. Personne ne parle ukrainien. C'est une ville très conservatrice. Compte tenu de son histoire, plus de 80% des habitants veulent être rattachés à la Russie. Ils ne peuvent imaginer vivre sans la présence de la flotte russe. Pour eux, c'est comme si on leur arrachait le cœur. Durant la nuit, nous avons poursuivi notre navigation sur la mer Noire. Au matin, nous pénétrons dans le delta du Dniepr. Commence alors une lente remontée du fleuve en direction de Zaporojié, notre prochaine escale. Après avoir pris sa source en Russie, le Dnipro, comme l'appellent les Ukrainiens, traverse les vastes plaines de l'Ukraine avant de se jeter dans la mer Noire. Venus du nord au IXe siècle, une tribu de vikings, les Varegs, progresse le long du fleuve et fonde des comptoirs commerciaux. Ils descendent le cours du Dniepr jusqu'à la mer Noire, allant jusqu'à Constantinople, qu'ils attaquent en 860. En reliant la mer Baltique à la Méditerranée gréco-romaine, cette route, connue désormais sous le nom de route des Varegs aux Grecs, va jouer un rôle capital dans l'histoire de la Russie. C'est en effet un prince Vareg qui va prendre le pouvoir à Kiev et donner naissance à la première époque connue de l'histoire de la Russie jusqu'à l'invasion tatare mongole. Au matin, nous arrivons à Zaporojié. Ville industrielle de près d'1 million d'habitants, Zaporojié se donne des allures de station balnéaire.
Traversée par une artère sans charme, longue de 10 km, Zaporožie se transforme peu à peu, affichant même quelques étonnants signes de modernité. La région de Zaporožie, avec ses nombreuses îles protectrices situées sur le Dniepr, va devenir au début du XVIe siècle le centre historique des Cosaques d'Ukraine. Les Cosaques, comme on les présente généralement dans tous les livres d'école, étaient des gens libres et armés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les Cosaques se considèrent comme des hommes libres, soumis à aucune loi, comme Robin des Bois. Malgré cela, au fur et à mesure, à partir du XVe siècle, ces gens libres se réunissent en grands groupes et deviennent une armée organisée, dont le devoir était de défendre le territoire où ils habitaient et de protéger les gens de l'invasion des Tatars et de l'asservissement par les Polonais. La culture cosaque a longtemps été bannie dans l'ancienne URSS. Une façon sans doute de faire payer l'engagement des Cosaques dans la contre-révolution de 1918 et le rapprochement de certains d'entre eux avec l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale. La culture cosaque renaît donc aujourd'hui. Ce spectacle équestre, destiné aux touristes, en est l'une des manifestations. Si on parle des traditions, comme le maniement des lances, les chevauchés avec le sabre, ou bien les scènes avec le fouet que je réalise, il s'agit de traditions militaires. Et si on parle de la culture cosaque, qui a été perdue à l'époque soviétique, on essaie de la faire renaître comme on peut. Zaporožie, dont le nom signifie « au-delà des rapides », est également célèbre pour le barrage de Dnieprogress, le premier construit par l'URSS entre 1927 et 1932 avec l'aide américaine. Afin de poursuivre notre remontée du fleuve, nous pénétrons dans la gigantesque écluse située sur le côté du barrage. Au terme d'une lente montée d'une vingtaine de mètres, nous sortons de l'écluse et pénétrons dans le lac de retenue du barrage, une véritable mer intérieure.
sommes désormais dans la dernière partie de notre voyage, la remontée du Dniepr jusqu'à Kiev. La volonté productiviste de l'URSS de Staline demandait de l'énergie. C'est ainsi que fut décidée la construction du Dnieprogress, le plus grand barrage du monde à son époque. Sur près de 40 km, la vallée située en amont du barrage fut submergée. Des centaines de milliers de paysans déplacés, des villages inondés. Un ouvrage titanesque réalisé en partie par les prisonniers du Goulag. Sur la carte, on peut suivre notre parcours et noter les informations relatives à la navigation. Chaque année au printemps, on fait une mise à jour de la carte et des conditions de navigation. On relève les profondeurs, on note les dangers, les balises, les îlots, les écueils, et puis toutes les informations qui nous permettent de choisir notre route en fonction des difficultés. La croisière touche à sa fin. Comme le veut la tradition, le commandant retrouve ses passagers pour le verre de l'au revoir. Au matin, nous arrivons à Kiev. Nous dépassons lentement les collines dominées par les coupoles de la Laure des Catacombes, le plus vaste monastère de la ville. Si les bâtiments du monastère se fondent dans le paysage, la demoiselle d'acier, surnom de la gigantesque statue représentant la mère patrie, se dresse comme un phare à l'entrée de la ville. Après une ultime manœuvre, nous accostons devant la gare maritime construite dans le plus pur style soviétique des années 1930. Place de l'Indépendance. Nous sommes au cœur de Kiev. Cette place, devenue le lieu de rendez-vous des jeunes autant que des touristes qui découvrent la ville, résonne encore des cris de joie saluant en 1991 l'indépendance retrouvée. En vérité, l'histoire de Kiev et de l'Ukraine commence il y a bien longtemps. Les successeurs d'Oleh, le prince Vareg, fondateur de la ville, étendent le royaume de la mer Noire à la Baltique. Le royaume kievien tire sa richesse et sa puissance du commerce fluvial avec Byzance. Le mariage en 988 du roi Volodymyr avec la fille de l'empereur byzantin traduit le rapprochement entre les deux États et marque l'avènement du christianisme orthodoxe en Ukraine.
Au fil des siècles, la ville se couvre d'églises. Le monastère de l'Alor des Catacombes, dont l'édification commença dès le début du XIe siècle, s'imposa comme le centre intellectuel du royaume kievien. Dévasté par les Tatars et les incendies, transformé en musée par le pouvoir stalinien, le monastère retrouve peu à peu de sa splendeur passée. Kiev ne se complaît pas dans l'évocation du passé. La mère de tous les peuples slaves orientaux détourne sensiblement ses regards, longtemps dirigés vers Byzance ou vers Moscou. Elle se tourne désormais vers l'ouest, en direction de l'Europe et même au-delà, vers les États-Unis. Notre séjour à Kiev touche bientôt à sa fin. Nous avons ouvert notre voyage à Istanbul, l'ancienne Byzance, dont la basilique Sainte-Sophie demeure le plus beau symbole. Nous le refermons en découvrant la cathédrale Sainte-Sophie, hommage éblouissant de Kiev à Byzance. La Russie kievienne a toujours tourné ses regards admiratifs vers l'Empire byzantin. C'est de Byzance, au Xe siècle, que la chrétienté gagne la Russie. C'est de Byzance qu'arrivent les premiers prêtres. C'est de Byzance également qu'arrivent les bâtisseurs des premières églises, les architectes et les peintres qui vont former les artisans locaux. Le principe de construction des temples, leurs plans en forme de croix, les peintures et d'une manière générale tous les canons architecturaux qui se développent en Russie portent alors l'empreinte de l'Empire byzantin. Русь сприймає з Візантійської імперії.